Bienvenue dans Popcom RSE, le podcast qui fait éclater au grand jour les recettes clés de la communication RSE. Et le tout sans greenwashing. Nous vous proposons avec Mathieu Janik, bonjour Mathieu, bonjour Ludo, de parler aujourd'hui de Capital, une émission de télé qui présente des enquêtes journalistiques centrées sur les thèmes de l'économie et la consommation. Très efficace, fouillée et accessible, elle nous plonge régulièrement dans les arrière-boutiques et les hangars de stock ou de production des entreprises, nous propose des analyses sur les rouages des marchés, des investigations sur les marques célèbres, dans une démarche toujours pédagogique et divertissante. Initialement créé et présenté par Emmanuel Chin, le programme a démarré en format court en 1988. Il a rencontré un grand succès et est toujours diffusé sur M6 après donc quasiment 40 ans d'antenne. Tes choix d'émission ne nous rajeunissent pas, Mathieu. Non, c'est sûr. On ne peut pas nier donc cette efficacité de l'émission qui vous happe rapidement. Les infos qui se succèdent, on part souvent dans les coulisses du capitalisme et c'est assez irrésistible. La mécanique est infaillible car elle décrit toujours des produits et des services qui intéressent une majorité de Français. Alors Mathieu, peux-tu nous expliquer pourquoi ce programme a retenu ton attention et quel est le point clé de Com RSE le plus flagrant qui s'en rapproche d'après toi ? Oui Ludovic, si j'ai choisi Capital, c'est parce que c'était, si j'ai bien compris, c'était la première émission grand public à parler de chiffres, à parler économie, à parler d'argent. Un sujet qui était tabou jusqu'alors dans la société française. Et ça m'amène à l'enjeu RSE et business. Qu'est-ce que ça coûte la RSE ? Mais aussi, qu'est-ce que ça rapporte ? Et souvent, dans les formations ou les enseignements que je dispense, on me dit « Ah, mais là, c'est pour faire de l'argent. Donc, ce ne serait pas clean, ce ne serait pas très sincère. » Mais bon, n'oublions pas que les entreprises, elles sont là pour générer des revenus, effectivement, pour ensuite pouvoir les partager. Et donc voilà, je pense que c'est un sujet qui est assez peu abordé par les entreprises. On sent que c'est compliqué, donc on pourrait les inviter à faire comme Emmanuel Chin et comme Capital, à parler d'argent. Et donc il y a deux volets. Il y a le surcoût de la RSE et être transparent sur combien ça coûte en plus. Et là, j'aimerais donner un exemple. La marque de cosmétiques bio Avril, son fondateur Alexis Delem, j'aime bien suivre ses posts parce qu'il explique la démarche de l'intérieur. Et notamment, il expliquait que le ferroutage, donc le transport de ces produits par le rail, coûte plus cher que les livraisons en camion. Mais il essaye quand même de le faire à chaque fois qu'il peut. Alors, on ne peut pas mutualiser avec différentes entreprises, donc il doit attendre plusieurs mois avant d'avoir suffisamment de colis pour pouvoir faire le trajet entre Rennes et Lille. Et il dit, ça coûte 50% de plus que si le transport avait été réalisé en camion. Mais quand il ramène ça à l'échelle d'un produit, c'est moins d'1 centime. Et donc, Alexis Delem, il dit, pour un tel effet de décarbonation, nous sommes prêts à le payer. Si on agit qu'à condition que cela n'implique aucun effort économique, on n'avancera jamais. Donc il nous explique que c'est un surcoût, mais que lui, il accepte de le prendre en charge parce que ça permet vraiment de réduire les émissions de carbone de l'entreprise. Donc ça, c'est combien ça coûte. Mais aussi, ce serait bien que les entreprises nous parlent de combien ça rapporte. Et là, je prendrai un deuxième exemple, celui de la Camif. L'ancien patron de ce site e-commerce sur l'ameublement et la décoration, Emery Jacquia, disait « Les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain ». La Camif a renoncé au Black Friday, a renoncé au partenariat avec Amazon, a renoncé à commercialiser des produits qui étaient fabriqués en Asie. Tout ça, ça lui coûte environ 2 à 3 millions d'euros de pertes par an. Mais en contrepartie, ces renoncements, ce positionnement affirmé en faveur d'une consommation plus responsable, a permis à la marque de fidéliser ses clients, d'en attirer de nouveaux, de devenir la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison et aussi d'être plus résilient par rapport à l'augmentation des coûts, etc. Et donc d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc en gros, Emery Jacquia disait « on fait de l'argent avec notre positionnement RSE ». Et c'est trop rare. Voilà, c'est important de signaler ces efforts-là. Mais complètement, c'est très intéressant comme exemple. C'est quelque chose dont on entend assez peu parler finalement, ces cas concrets. Merci Mathieu. J'ai une petite question salée pour commencer. On va raccrocher ça à Capital parce que c'est aussi l'émission qu'on a choisie pour cet épisode. Avec Capital, on est en plein dans l'analyse de nos fondements de société, du toujours plus. Je voulais te demander, est-il possible de générer de la sobriété dans les entreprises ? Par exemple, avec la Camif, le cas que tu viens d'évoquer, clairement oui. Est-ce que tu penses que c'est applicable à toutes les industries, à toutes les entreprises ?
Alors pour ça, il faudrait que le modèle économique dominant change. C'est-à-dire que la plupart des entreprises aujourd'hui sont sur un modèle économique linéaire de vente en volume. Ouais. Pour se développer, il faut vendre toujours plus de produits. Donc il faut inciter les Françaises et les Français ou les entreprises quand on est en B2B à acheter toujours plus. Et donc là, c'est difficile de parler sobriété. Donc, par contre, ce qu'on voit émerger, ce sont des modèles économiques, de l'économie circulaire, de la fonctionnalité, où on va davantage privilégier l'usage du produit que sa possession. Et oui. Et là, le modèle économique bascule. Et on voit des entreprises qui s'engagent. La dernière fois, on parlait de Decathlon, par exemple, qui va essayer de davantage louer des produits ou récupérer des produits. Proposer des secondes mains, oui. Voilà, exactement. Donc, c'est la sobriété ou les sobriétés, parce qu'en fait, il y a différentes formes, ça nécessite un changement de modèle économique. Et c'est un des points durs aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on bascule le modèle économique de toute une entreprise. Comment est-ce qu'on passe de 3-4% sur ces modèles d'affaires-là à 35% et puis un jour 80%. Complètement. C'est ton métier, c'est ta mission, c'est tout sur la transition écologique, effectivement, de passer d'un modèle complètement capitaliste sur le volume à quelque chose d'un peu plus réfléchi et plus mesuré. C'est ça, et d'essayer sur la communication, ça va être de raconter ça. Et donc pour expliquer que comment on compte y aller, donc d'avoir une trajectoire, d'avoir des éléments de preuve et de chercher à progresser. Donc comment est-ce qu'on raconte tout ça à la fois en interne, en externe. Ok. Deuxième question, cette fois-ci un peu plus salée. Capital montre, c'est sûr, mais dénonce-t-il les rouages du capitalisme ? Est-ce que tu penses qu'il n'encourage pas finalement une certaine fascination pour un système qui écrase un peu tout et qui pousse à la consommation ? Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais c'est sûr qu'au début, fin des années 80, années 90, on n'est pas dans une émission d'investigation, d'enquête, on va dire, qui cherche à remettre en cause et à soulever les loups, les anguilles, les problèmes, quoi. On est plutôt effectivement dans nous décrypter comment ça fonctionne, mais je pense aussi à valoriser les entreprises qui vont réussir au sens capitalistique du terme. Ouais. Donc les marques très connues qui vont vendre beaucoup, les patrons qui vont gagner beaucoup d'argent, et donc on est quand même dans un mais c'est ma vision, c'est peut-être pas la réalité, peut-être que l'émission a changé. Mais on n'est pas dans une émission critique sur complètement. La société actuelle. Non, c'était vraiment juste pour te titiller un petit peu parce que je sais bien et tu l'as déjà dit à plusieurs reprises dans certaines émissions, on peut pas tout prendre dans l'émission et la rendre très vertueuse. Oui, d'ailleurs ça interroge effectivement ce traitement de la réussite économique de certaines entreprises ou du profil des hommes ou des femmes entrepreneurs. Tant qu'on nous présente comme des modèles de réussite des patrons de grandes boîtes américaines, on aura du mal à encourager le développement d'autres modèles économiques, quoi. Ouais, effectivement, c'était le sens de ma question, oui, tout à fait. Allez, on y va pour une troisième question sucrée. Il est très dur d'arrêter de regarder cette émission une fois démarrée, tellement la mécanique est vraiment bien huilée. Est-ce qu'on peut la comparer en ce sens avec la com RSE qui créerait sa propre spirale vertueuse ? En termes de consommation, de contenu RSE ? De com RSE ici. Est-ce qu'elle donne envie ? Est-ce qu'une grande entreprise qui fait de la com RSE, anti-greenwashing, qui fait attention, est-ce que tu penses que ça a un impact en fait positif sur d'autres entreprises, compétiteurs ou d'autres industries éventuellement ? Oui, en termes de capacité d'entraînement de l'écosystème. Oui, on le voit, les entreprises les plus engagées, elles servent aussi de modèles, de référents. Elles ont aussi une responsabilité d'exemplarité. Ouais. Et donc, plus vous êtes une entreprise qui est engagée, qui est connue et reconnue pour son engagement, plus vous devez aussi parler, le dire et élargir vos publics cibles pour entraîner toujours davantage de monde, quoi. Et c'est ce qu'on attend, et notamment éviter le greenwashing. Et ça, c'est parfois ce que je reproche à certaines entreprises qui sont sur des modèles d'affaires qui sont plus vertueux, mais qui continuent à nous dire qu'ils sauvent la planète, que leurs produits ont un impact positif. Et là, je trouve ça décevant, parce que si ces entreprises-là n'adoptent pas une posture de communication responsable, en reconnaissant que quand bien même, malgré tous leurs efforts, le simple fait d'exister, de mettre sur le marché des produits et des services, ça a des impacts négatifs. Oui, tout n'est pas parfait, forcément.
Exactement. Et donc oui, on attend d'elles qu'elles soient leaders et qu'elles entraînent tout le monde. Ça passe notamment par leurs achats, c'est-à-dire d'expliciter dans leurs achats, dans leurs partenariats commerciaux avec des prestataires, des fournisseurs et notamment des agences conseillers en com, en pub, d'avoir un niveau d'exigence élevé sur les enjeux de communication responsable, de lutte contre le greenwashing, contre les stéréotypes, etc. Ouais, complètement. J'ai une dernière question un peu plus perso à l'adresse des jeunes qui nous écoutent peut-être. Je voulais savoir ce qui t'avait fait t'orienter vers la communication responsable. Après mes études en sciences dures, j'ai commencé une recherche doctorale, donc j'ai fait une thèse doctorat en communication des sciences et de l'environnement. Et j'étais parti en fait sur la vulgarisation des sciences. Okay. Sur l'histoire de la vulgarisation des sciences dans les cabinets de curiosité, etc. Et donc au XVIIIe siècle. Et en fait, un jour, dans mes recherches bibliographiques, j'ai trouvé un article d'une chercheuse grecque qui s'appelle Yolanda Ziaka, qui analysait la manière dont la presse écrite traitait du problème de la pollution de l'eau. Et moi, comme j'étais sensible à l'environnement, déjà, à titre personnel, je me suis dit, mais c'est génial de travailler ce sujet-là. Et donc, en fait, j'ai abandonné mon premier sujet de recherche et j'ai dit à mon directeur de recherche, je lui ai dit, mais en fait, moi, je veux bosser là-dessus, mais sur l'air. D'accord. Je veux travailler sur la pollution de l'air dans les médias. Et puis après, j'ai décroché un financement de recherche. Et c'est lors de ce travail de thèse que j'ai commencé à analyser les communications des entreprises, notamment toutes les évolutions technologiques pour purifier l'air. Ouais. On avait déjà du greenwashing à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé à me spécialiser sur le sujet. Eh ben, c'était intéressant, je ne savais pas tout ça. J'espère que ça intéressera aussi nos auditeurs et auditrices parce que c'est quand même important de savoir d'où on vient et comment on y est venu. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci David. On vous dit à toutes et à tous à très bientôt pour un autre épisode. À une prochaine. Au revoir. Au revoir.